Le succès de chaque mission spatiale, de la plus petite sonde au retour d'un équipage, eh bien tout ça repose sur un héros souvent invisible, les matériaux. Pour survivre aux conditions les plus extrêmes qu'on puisse imaginer, un bon design ne suffit pas. Non, il faut avoir les bons matériaux, ceux qui font toute la différence. Quand on pense à l'espace, on imagine ce vide, immense, silencieux. C'est un endroit où les températures peuvent chuter à des niveaux incroyables, ou au contraire grimper en flèche sous un soleil qui ne pardonne pas. C'est un environnement qui repousse vraiment les limites de tout ce qu'on peut construire. C'est la question essentielle. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des fusées puissantes et du carburant. Le vrai secret, c'est la science des matériaux. Alors on va voir ensemble comment ce défi a été relevé, depuis les toutes premières missions jusqu'aux technologies de demain. Et cette histoire, elle commence avec le tout premier grand obstacle matériel. Et ce n'était pas comment aller dans l'espace, mais plutôt comment en revenir en un seul morceau. Parce que revenir de l'orbite, ça veut dire percuter l'atmosphère à une vitesse absolument vertigineuse. Cette friction, elle génère une chaleur inimaginable. On part d'une chaleur suffisante pour vaporiser la plupart des métaux. Pour les premiers astronautes, c'était simple, un problème de vie ou de mort. Des petites capsules Mercury au grand module de commande Apollo, chaque programme a été une nouvelle étape pour résoudre ce puzzle infernal. La NASA et ses partenaires ont dû en fait inventer une toute nouvelle façon de se protéger. Et la solution était à la fois brute et géniale. Plutôt que d'essayer de résister à la chaleur, pourquoi ne pas l'utiliser à son avantage? C'est le principe du bouclier ablatif, une sorte d'armure sacrificielle. En brûlant, il crée une couche de gaz protectrice qui repousse le plus gros de la chaleur et emporte l'énergie loin, très loin de la capsule. La façon dont le bouclier d'Apollo a été construit est juste fascinante. C'était une structure en nid d'abeille, en résine phénolique, collée directement sur la capsule. Ce nid d'abeille donnait la forme et la rigidité. Mais le vrai secret, évidemment, c'était ce qu'on mettait à l'intérieur de chaque alvéole. Et c'est là qu'on mesure l'effort humain. Il n'y avait aucune machine pour faire ça. Chaque petite cellule du nid d'abeille était remplie à la main, avec un composé ablatif appelé Avcoat. C'était un mélange assez complexe de résine, de fibres de quartz et de microbilles. Imaginez un peu, 360 000, c'est le nombre de cellules à remplir, sur un seul bouclier thermique. Et chacune, je dis bien chacune, était remplie à la main. C'est ce travail de fourmi, ce travail d'une minutie incroyable qui a permis aux astronautes de rentrer sur Terre. Mais bon, ramener les gens à la maison, ce n'était qu'un des problèmes. Le défi suivant, c'était de survivre là où l'ennemi n'est pas une chaleur intense, mais au contraire un froid glacial et qui dure très longtemps. Sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère pour garder la chaleur. Donc, quand le soleil se couche, la température plonge. On parle de moins 180 degrés Celsius. Pour un rover qui fonctionne sur batterie, c'est une véritable condamnation à mort. Le froid, ça tue les batteries et ça grille l'électronique. Les rovers, traditionnellement, on les construisait en aluminium. C'est léger, c'est solide, mais c'est un très très mauvais isolant. Un rover en alu perdrait toute sa chaleur dans l'espace en un clin d'œil. La solution? Des composites thermoplastiques, comme le PIC. La différence est énorme. Il est 600 fois moins conducteur de chaleur que l'aluminium. Et ce n'est pas juste une idée en l'air. Des projets comme le PICBOT développent des structures de rover entièrement en composite. Ils utilisent des panneaux sandwich en nid d'abeille, fabriqués grâce à l'impression 3D, pour créer une sorte de coque super isolante. C'est un peu comme un thermos qui garde la chaleur des batteries bien dans l'intérieur. Et la recherche montre que la géométrie de ces panneaux, c'est la clé de tout. Pour avoir la meilleure isolation possible avec le poids le plus faible, c'est un équilibre délicat. Il faut des cellules hexagonales, des parois et des peaux ultra fines, le tout dans un panneau le plus épais possible. C'est un compromis constant entre isolation et résistance pour survivre au décollage. Jusqu'ici, on a vu des matériaux qui résistent passivement à leur environnement. Mais le futur, lui, il est dans des matériaux qui réagissent activement, qui s'adaptent. Et là, on entre dans le monde des matériaux à changement de phase. Le concept est assez simple à comprendre. Quand un matériau fond, il absorbe une énorme quantité de chaleur sans pour autant que sa température augmente. Et quand il regèle, il relâche toute cette chaleur stockée. Une application absolument géniale de ce principe vient de l'Agence spatiale européenne. Il développe une couverture thermique intelligente remplie d'éthanol. Quand elle est face au soleil, l'éthanol fond et absorbe l'excès de chaleur. Et quand le satellite passe à l'ombre, l'éthanol regèle et libère de la chaleur pour le maintenir au chaud. C'est un système de régulation thermique qui ne consomme aucune énergie. Mais on peut aller encore plus loin. La vraie prochaine étape, ce sont des matériaux capables de changer leurs propriétés fondamentales à la demande, qui agissent comme leur propre thermostat, en quelque sorte. Prenez le dioxyde de vanadium, ou VO2.
C'est un matériau fascinant. À basse température, sa structure est en fait un isolant. Il garde la chaleur. Mais chauffez-le juste un tout petit peu et hop, sa structure moléculaire se réorganise complètement. Il devient un métal. Du coup, il se met à conduire la chaleur et l'évacue pour se refroidir. C'est un matériau qui est son propre interrupteur. Alors tout ça, ça nous mène où? De la force brute des boucliers d'Apollo à l'intelligence des matériaux qui s'adaptent, chaque nouvelle étape dans l'espace est en fait une avancée en sciences des matériaux. Ce qu'on voit, c'est que notre capacité à explorer est directement liée à notre capacité à inventer de nouveaux matériaux. Chaque nouvelle destination, que ce soit la Lune, Mars ou encore plus loin, amène son lot de nouveaux défis matériels à surmonter. Des missions incroyablement complexes comme le retour d'échantillons de Mars, qui demandent d'atterrir sur une autre planète, d'en redécoller et de revenir sur Terre, ce ne sont pas juste des défis de propulsion, ce sont avant tout des défis de matériaux. Au final, le rêve de poser le pied sur de nouveaux mondes, de découvrir les secrets de notre système solaire, tout ça ne dépend pas seulement de la taille de nos fusées, mais de l'ingéniosité de nos matériaux. La vraie question, c'est donc, quelle sera la prochaine découverte qui nous emmènera encore plus loin ?